plantons un peu le décor mentalement, si on veut bien. On est en mars 2026, à Pékin, Ouais, un moment charnière. complètement. Donc, les lumières se tamisent dans la salle, il y a une clameur qui s'élève de la foule, un truc très théâtral, quoi. Et là, les Jun s'avancent sur la scène. Le PDG et fondateur de Xiaomi, donc. Voilà. Il est là pour présenter le tout nouveau SUV électrique de la marque, le U7. Et là, l'attention de toute l'industrie n'est pas juste fixée sur le design de la voiture, hein, mais surtout sur l'attitude de Léjune. Ah bah, il savait exactement ce qu'il faisait ce jour-là. Mais oui, il a ce petit sourire en coin, il fait une pause ultra calculée et lâche une phrase laconique, presque chuchotée au micro. Il dit, et je cite, «Nous avons réussi là où ils ont échoué». C'est violent. C'est très violent. La cible n'est même pas nommée, mais absolument tout le monde dans la salle a compris. Parce qu'Apple venait tout juste de débrancher son fameux projet de voiture autonome. Exactement, le fameux projet Titan, un naufrage industriel étalé sur une décennie qui leur a coûté la bagatelle de 10 milliards de dollars, et le résultat de cette pique de Xiaomi. Les chiffres sont dingues. 289 000 précommandes pour le X7 en 60 minutes chrono. En une heure, quoi. C'est vraiment l'illustration parfaite d'un basculement de l'hégémonie technologique, en fait. C'est l'enterrement d'un mythe californien en direct, et c'est orchestré par une entreprise chinoise, qu'il faut quand même le rappeler, au début des années 2010, était juste vu comme un assembleur de téléphones bas de gamme. Le contraste est tellement saisissant, et c'est justement l'objet de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va décortiquer tout ça. Ouais, il y a beaucoup à dire. Pour ceux qui se demandent, nos notes d'aujourd'hui reposent sur une enquête vraiment massive publiée ce mois-ci par Block News. D'ailleurs, petite parenthèse, ils proposent une excellente version podcast audio de leur enquête pour quiconque préfère écouter le travail d'investigation brut. C'est super bien fait. Ah oui, très bonne version audio, je recommande aussi. Et on a croisé ça avec des analyses de Gemway Assets, d'investing.com et pas mal de données du blog auto. Un bon mix de sources tech et financiers du coup. C'est ça. L'objectif de notre immersion, c'est vraiment de comprendre cette métamorphose. Comment une modeste start-up d'électronique a pu maîtriser un truc aussi lourd et complexe que l'industrie automobile. Et battre Apple sur son propre terrain. Voilà, humilier Apple même, on peut le dire, et imposer une nouvelle norme qui va redéfinir notre quotidien. D'ailleurs, pour poser le cadre, les chiffres du premier trimestre 2026 sont assez brutaux. Tu m'étonnes. 111 milliards de yuan de revenus trimestriels et un bénéfice net de 10,7 milliards d'euros. Bah, ce qui est fascinant ici, c'est que ces 10,7 milliards, ils ne dorment pas sur des comptes offshore, hein. C'est ce flux de trésorerie énorme qui finance le routier industriel, celui-là même qui a terrassé le projet d'Apple. C'est fou de comparer les deux stratégies, en fait. Totalement. C'est une vraie leçon de mécanique industrielle. D'un côté, on a le récit officiel d'Apple qui dit en gros qu'ils ont abandonné à cause des défis liés à la conduite autonome de niveau 4. L'excuse logicielle, quoi. Ouais, mais la réalité, elle est beaucoup plus prosaïque. Apple n'a jamais réussi à maîtriser la chaîne d'approvisionnement physique de l'industrie lourde. Faire un téléphone et faire une voiture, c'est pas le même métier. Exactement. Pour un smartphone, tu fais voyager des puces et des écrans par avion. Pour une voiture, tu dois gérer des presses à emboutir qui pèsent des milliers de tonnes. Ah ouais, la métallurgie lourde. Il faut coordonner des équipementiers comme Bosch ou Continental, gérer des flux tendus de pièces énormes. En fait, la culture très logiciel et design d'Apple s'est fracassée sur la rigidité du métal. Alors que Xiaomi, c'est là que ça devient vraiment intéressant, en fait. Parce qu'ils ont cette culture du matériel depuis très longtemps. Ouais, ça fait une décennie qu'ils manipulent des chaînes logistiques complexes. Ils font des trottinettes, des télés, des purificateurs d'air. Des cuiseurs à riz. C'est ça. Donc passer à la tôle froissée, c'était une évolution logique de leur savoir-faire, pas une découverte totale. Et les chiffres de production de leur première berline, la SU7, le prouvent bien. Lancée en 2024, ils ont fait 130 000 unités la première année. Ce qui est déjà énorme pour une première année. Et en 2025, bam, 410 000 véhicules. Ils ont pulvérisé leur objectif de 350 000. Et pour cette année, 2026, ils visent les 550 000. Ce fameux ramp-up, la montée en cadence de production, normalement ça prend 10 ans aux constructeurs historiques pour atteindre ce niveau-là. Et au-delà de la production, faut qu'on parle des spécificités techniques de cette fameuse SU7, parce que c'est presque insolent. Les specs sont dingues, oui. On parle d'une berline du segment D. Donc, pour clarifier pour notre public, le segment D, c'est les véhicules longs taillés pour les grands trajets, super insonorisés, avec des suspensions complexes. En gros, c'est le terrain de jeu de la Porsche Taycan ou de la Tesla Model S. Exactement. Sauf que là, le prix départ de la SU7, il est à environ 30-100 $, à peu près 27 000 euros. C'est juste absurde.
Attends, c'est pas fini. La version max, celle qui fait le 0 à 100 en 2,9 secondes, avec 800 km d'autonomie, elle plafonne à 47 000 $. 2,9 secondes? Ouais. C'est acheter les performances d'une supercar pour le prix d'une simple berline familiale. Normalement, n'importe quel constructeur qui fait ça fait faillite dans le mois. Ah bah c'est une anomalie économique totale. Mais l'explication, elle n'est pas dans les usines de 2026. Faut remonter dans le temps 16 ans plus tôt pour comprendre. Ah, les fameuses origines de la marque. Voilà. On est le 6 avril 2010. Imagine la scène. 8 ingénieurs dans un petit appartement de Pékin. Ils partagent un bol de millet. Et milliers en mandarin, ça se dit Xiaomi. Exactement. Et le fondateur, Lei Jun, qui avait 40 ans à l'époque et qui était déjà millionnaire grâce à ses précédentes boîtes, il avait une idée folle. Faire de la qualité premium au prix du marché chinois. C'est ça. Offrir le niveau de finition d'Apple, mais vendu à prix coûtant. D'ailleurs, on l'appelait souvent le Steve Jobs de la Chine. Il a repris tous les codes, le col roulé noir, les keynotes avec des foules en délire. Le fameux One More Thing à la fin des présentations. Ouais. Sauf qu'il a complètement inversé le modèle économique de Jobs. Apple, ils se font des marges colossales sur le matériel. Les Jun, lui, il a institutionnalisé la marge presque nulle. Mais du coup, comment ils gagnent de l'argent s'ils vendent à prix coûtant? Parce que le matériel, c'est juste un cheval de Troie. En vendant un téléphone pas cher, ils inondent le marché. Le vrai profit se fait après. Sur la durée de vie du produit, c'est ça? Absolument. Via les services, les abonnements, la pub et les microtransactions dans leur système d'exploitation MIUI. Et ils ont impliqué leur communauté, les Mi Fans, pour tester les versions bêta et remonter les bugs gratuitement. La plus grande équipe d'assurance qualité du monde, et elle est bénévole. C'est exactement ça. Bon, je me fais l'avocate du diable 2 secondes. Vendre des téléphones ou des routeurs Wi-Fi à perte pour s'accaparer le marché, comme Amazon le fait avec ses objets connectés, je comprends. Mais là, on parle de bagnole. Ouais, c'est un autre niveau. Assembler 2 tonnes de métard et de batteries au lithium, il y a des normes de sécurité, des crash tests. L'industrie auto, c'est 50 ans d'expérience sur la résistance des matériaux. Comment ils ont fait pour ne pas se planter? C'est la question centrale, ça. Est-ce que c'est juste le modèle Amazon appliqué à la mobilité? En fait, ils ont été très intelligents, ils n'ont pas essayé de réinventer la roue tout de suite. Ils se sont associés, c'est ça? Ouais, au début, ils se sont alliés au groupe automobile d'État BAIC. Ça leur a permis d'apprendre l'emboutissage et l'assemblage industriel très vite. Et une fois que le châssis était maîtrisé, Xiaomi a repris le contrôle sur le vrai nerf de la guerre. Le logiciel? Voilà, et c'est là que leur stratégie de marge faible frappe un grand coup. Ils s'en fichent de faire du profit sur la carrosserie. Ce qu'ils veulent, c'est que l'habitacle devienne le centre de leur écosystème captif. Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse toile d'araignée, le concept human fois car fois home, l'humain, la voiture, la maison. C'est leur arme secrète. Et c'est hallucinant. Grâce à leur téléphone, ils ont construit la plus grande plateforme IoT, l'Internet des objets, du monde. On parle de plus de 800 millions d'appareils connectés en circulation. 800 millions. Des frigos, des ampoules, des aspirateurs robots. Tout. Et le chiffre qui m'a le plus marqué dans les sources, c'est que 50%, la moitié, Ah ouais? des gens qui ont acheté la berline SU7 n'ont même pas fait d'essai routier chez les concurrents. C'est fou quand on y pense. Mais oui. Les gens n'achètent pas une voiture pour ses suspensions, ils l'achètent parce que c'est la suite logique de leur maison connectée. Et si on relie cela à la situation globale de l'industrie, c'est là que Xiaomi terrifie les constructeurs traditionnels et même Apple ou Google. Pourquoi? Parce que les voitures traditionnelles, au niveau logiciel, c'est ce qu'on appelle du code spaghetti. C'est-à-dire? C'est un assemblage chaotique. Le freinage est géré par la puce d'un fournisseur, le GPS par un autre, la clim encore par un autre. Rien ne communique bien. Ah oui, c'est l'enfer ça. Alors que Xiaomi, ils arrivent avec MIUI Car, un système parfaitement intégré. Le tableau de bord synchronise le téléphone direct et depuis le volant de ta voiture, tu allumes la lumière de ton salon ou tu mets en route le chauffage. Et ça, Apple rêvait de le faire avec CarPlay. Sauf qu'Apple ne fabrique ni les voitures, ni les aspirateurs, ni les frigos. Ils sont bloqués. Ce qui nous amène à cette prédiction incroyable de S&P Global. Ils disent que dès 2026 ou 2027 au plus tard, les revenus de Xiaomi générés par l'IA et l'automobile vont dépasser ceux des smartphones. C'est la transformation industrielle la plus rapide de l'histoire pour un géant de cette taille. Mais pour que tout ce triptyque humain, voiture, maison fonctionne sans aucune latence, il faut un cerveau central surpuissant. Et Xiaomi a refusé de confier ça à quelqu'un d'autre. Cela soulève une question cruciale, celle de l'indépendance technologique. Ils ont mis 200 milliards de yuan sur la table pour la R&D sur 5 ans, dont 60 milliards juste pour l'intelligence artificielle. Et ça a donné naissance à leur propre processeur en 2026, le X-Ring O1.
Et ça, c'est un pari risqué. Ils veulent s'affranchir de fournisseurs comme Qualcomm, un peu comme Apple l'a fait avec ses puces Apple Silicon. Sauf que Xiaomi s'était déjà cassé les dents là-dessus, non? Ouais, en 2017, ils avaient lancé le processeur Surge S1 et ça a été un échec technique cuisant. Mais ils reviennent 9 ans plus tard avec une ambition démesurée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que quand on lit l'enquête de Block News, les mots sont forts. Xiaomi déclare ouvertement vouloir concurrencer Apple et Qualcomm sur le silicium. C'est pas juste on va essayer de faire nos puces, c'est on vient pour prendre votre place. C'est la déclaration la plus audacieuse de Lei Jun. Faire son propre processeur pour une voiture, ça permet de contrôler la consommation d'énergie à la perfection. Et donc l'autonomie de la batterie. Exactement, l'intégration verticale totale. Bon, c'est vrai que jusqu'ici, on dirait presque un conte de fées industriel. Mais il y a un choc de réalité à affronter. Les fameuses zones d'ombre. Voilà, faut remettre les choses en perspective. Vendre 410 000 voitures en 2025, c'est génial. Mais BYD, on a vendu 4,3 millions. Et Tesla, presque 1,8 million. Donc l'échelle de Xiaomi reste modeste en fait. Et les marchés financiers s'en inquiètent un peu. L'action a récemment chuté de 7% parce que les investisseurs doutent de la rentabilité. Et ils ont raison de douter, car l'analyse froide des sources révèle 4 grandes menaces pour Xiaomi. On t'écoute. C'est quoi la première menace? La première, c'est leur marge familique. On parle de 5 à 10% de marge brute sur les voitures. Ah oui, c'est très bas. Tesla et BYD sont plutôt entre 15 et 20%. Avec 5% de marge, le moindre problème dans la chaîne d'approvisionnement ou une hausse du prix du lithium, et toute la division auto passe dans le rouge. D'accord. Et la deuxième menace? La sécurité. Il y a eu des rapports d'incendie de batteries sur quelques modèles SUV après des crashs. Alors, la physique des batteries lithium-ion fait que ça arrive chez tous les constructeurs, hein. Oui, on a vu ça avec Tesla au début aussi. Sauf que pour Xiaomi, qui essaie de construire une image premium, ça fait très mal. Un client pardonne un bug sur un aspirateur, mais pas sur la voiture où il met ses enfants. Ça concerne leur expansion internationale, je crois. Le mur européen. Tout à fait. L'Europe est prévue pour 2027. Mais l'Union européenne a mis en place une taxe d'importation de 27% sur les véhicules électriques chinois. 27%. Ouais. Et vu que Xiaomi n'a pas encore d'usine sur le sol européen, leur prix disruptif va prendre un coup fatal. Comment tu absorbes 27% de taxes quand ta marge est de 8%? Tu vends à perte ou tu montes tes prix et tu n'es plus compétitif. C'est un casse-tête monumental. Et le quatrième point, et c'est peut-être le plus sensible aujourd'hui, c'est la géopolitique et les données privées. Ah, la voiture vue comme un aspirateur à données? Mais complètement. Une voiture connectée moderne, c'est bardé de caméras, de capteurs lidar, de micros. Ça connaît tes trajets, ça capte ta voix, ta biométrie. Et quand on sait la méfiance des régulateurs occidentaux envers la Chine. Exactement. Ils vont scruter Xiaomi avec la même loupe qu'ils ont utilisée pour Huawei avec la 5G ou pour ByteDance avec TikTok. Il est impensable que l'Europe ou les États-Unis laissent une entreprise étrangère cartographier toutes leurs rues et profiler leurs citoyens sans réagir. Et ça nous amène justement à la fin de notre analyse et à une réflexion un peu plus philosophique sur tout ça. C'est vrai que c'est une ascension sidérante de l'appartement pékinois, la multinationale qui fait ses propres puces et voitures. Lei Jun avait prévenu que la voiture serait le nouveau smartphone. Et pour quiconque écoute ça en Europe ou en Amérique, il faut comprendre que quand ces véhicules vont débarquer chez nous, ça va bouleverser notre notion même de ce qui est premium et accessible. La guerre de Gartuk ne se passe plus juste dans nos poches. Elle est dans nos garages et dans nos salons. Et ça soulève une pensée assez provocatrice si on pousse la logique du modèle human fois car fois home jusqu'au bout. Je vois très bien où tu veux en venir. Imaginons une seule et même entreprise qui fabrique le téléphone qui nous écoute, la montre qui mesure notre rythme cardiaque, le frigo qui connaît nos habitudes alimentaires, l'aspirateur robot qui fait le plan 3D de notre salon et la voiture qui mémorise le moindre de nos déplacements géographiques. L'écosystème fermé absolu. Voilà. On peut sérieusement se demander à quel moment précis le confort total de cet écosystème se transforme en fait en l'outil de surveillance le plus vaste et le plus intime jamais imaginé par une entreprise privée. C'est le revers de la médaille de la technologie sans friction, quoi. Pour que l'intelligence artificielle anticipe nos besoins, il faut qu'elle sache tout de nous. C'est un peu vertigineux de finir là-dessus. En tout cas, ça donne à réfléchir sur l'avenir de nos espaces privés. C'est clair. Merci à tous d'avoir suivi cette immersion avec nous. On gardera l'œil ouvert sur la façon dont cette technologie redessine notre monde et on se retrouve très vite pour une prochaine exploration en profondeur. À bientôt. Oui. Salut.